Bienvenue à toi. Je t'invite, pendant une quarantaine de minutes, à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, es-tu prêt, prête à m'accompagner dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience? Aujourd'hui, je reçois Charline Schmerber au micro de Nouvelle Conscience. Charline Schmerber est l'une des rares thérapeutes à s'être intéressée au phénomène de l'éco-anxiété en France à partir de 2018. Alors qu'elle reçoit de nombreux patientes inquiets et inquiètes par rapport à l'état du monde actuel, elle fait progressivement le lien entre la psyché de l'individu et l'évolution d'un monde incertain, caractérisé par des crises multiples. Charline Schmerber s'intéresse depuis au sujet des éco-anxieux, éco-conscients ou éco-lucides, qu'elle déculpabilise et dépathologise à travers le prisme de la concertation nécessaire entre l'individu d'une part et les structures de gouvernance d'autre part. Charline Schmerber a récemment co-créé le réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique, le RAFU, afin de créer du lien autour de la prise en compte de l'aspect systémique des souffrances individuelles. Elle a également publié le petit guide de survie pour éco-anxieux aux éditions Philippe Ray, dans lequel elle propose des clés pour se comprendre, accueillir ses émotions et aller de l'avant dans un monde bouleversé. Je vous souhaite une très bonne écoute en présence de Charline et espère que cet échange vous donnera des clés pour accepter votre possible éco-lucidité. Bonne écoute! Bonjour Charline. Bonjour. Bienvenue au podcast Nouvelle Conscience. Je suis ravie de t'accueillir parmi nous aujourd'hui. Je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Charline Schmerber, tu as une multiple casquette. Tu t'engages pour accompagner les personnes qui se posent des questions, les personnes lucides sur l'état du monde actuel. Je vais pas en dire un peu plus sur qui tu es, ce pourquoi tu t'engages, et je vais te proposer de te présenter avec le cœur et en conscience, si cela te convient. Comme tu le disais très justement, donc j'accompagne des personnes éco-lucides, éco-clairvoyantes, éco-anxieuses, en fonction de la terminologie qui parlera le plus aux personnes qui nous écoutent. J'ai commencé à travailler sur ce sujet, à ouvrir mon cabinet à l'accompagnement de ces problématiques en 2019. Et ça s'est développé. Enfin, j'ai travaillé aussi à accompagner des groupes. Je travaille aussi avec des entreprises aujourd'hui, des associations, des ONG. Et avec certains de mes collègues, on a monté une association qui s'appelle le RAFU. Alors le réseau, il a démarré en mars 2020. C'était très important pour moi de faire du lien entre les différents professionnels de l'accompagnement qui travaillaient sur ce sujet. Et petit à petit, le réseau a grossi et donc c'est devenu une association en 2022, donc l'année dernière. Donc c'est le RAFU, le réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique. Et dernière chose à mentionner, j'ai écrit un petit guide qui est sorti fin d'année dernière, aussi en septembre 2022. Je pense que tout le monde ne fait pas la démarche d'aller voir un thérapeute, que ça convient pas forcément à tout le monde. Donc le but de ce petit guide, c'était de pouvoir restituer dans un ouvrage la manière dont je peux travailler au quotidien avec mes patients, de manière à ce que tout le monde puisse s'approprier certaines notions, certains outils, et essayer de travailler en direct de la maison. Voilà. Oui. Voilà les piliers sur lesquels je travaille en ce moment. D'accord, merci Charline. D'ailleurs, dans ce livre, Petit guide de survie pour éco-anxieux, publié aux éditions Philippe Ray, tu annonces que tu as fait
on va dire, ton coming out écologique en 2018 en te présentant en tant qu'éco-anxieuse traumatogène. Est-ce que tu peux expliquer de quoi il s'agit, s'il te plaît? Oui, enfin, je m'aperçois que les personnes que je reçois à mon cabinet arrivent dans des états parfois un peu différents. Au premier rendez-vous, ça va être soit des personnes qui arrivent vraiment dans un état un peu enfin, ce que j'appelle burn-out écologique, c'est vraiment, ils sont vidés d'énergie, ils ont beaucoup travaillé, ils ont plus trop d'énergie, et ils ont été très mobilisés sur le sujet environnemental, et donc ils arrivent vraiment dans une énergie de tristesse, parfois un peu de manifestation dépressive. Donc ça, c'est une première manière d'arriver à travailler sur le sujet de l'éco-anxiété. Il y a des gens aussi qui sont conscients de ce sujet-là depuis très longtemps, donc ils sont moins dans des émotions comme de la colère, de la tristesse, mais plus dans une forme d'acceptation. Et il y a ceux dont j'ai fait moi aussi partie, que j'appelle les personnes qui ont vécu un éveil écologique traumatogène. C'est-à-dire que si je reprends mon cas personnel, en fait, c'est ma sœur qui m'a parlé un peu en janvier 2018 de toutes ces problématiques-là. Elle avait passé beaucoup de temps à lire les résumés des rapports du GIEC. Et ma sœur habite en Belgique, donc on parle par Skype. Et elle a commencé à me raconter tout ce qu'elle avait passé un mois à lire, en m'expliquant les migrants climatiques, l'acidification des océans, la montée des eaux, enfin tout ce qui est un peu devenu des choses qui font partie de mon quotidien aujourd'hui, enfin tout ce qui a trait aux problématiques environnementales. Et en fait, je suis restée complètement sidérée. Il y a eu une phase de sidération et après, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai cherché plein de solutions et ça a été, enfin, avant de chercher des solutions, c'était vraiment une espèce de sentiment d'urgence, de catastrophe, de questions de l'ordre de la survie. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que je déménage? J'habitais à l'époque, j'habitais en plein centre-ville de Montpellier, donc c'était, est-ce qu'il faut que j'achète une maison et que j'aille à la campagne? Comment je vais me nourrir? Donc, je me suis mise à faire une formation de permaculture pour savoir comment faire pousser ces denrées alimentaires. Et voilà, et en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé chez ce profil-là de patient, cette espèce d'éveil écologique qui fait trauma, en fait, qui fait trauma et qui fait que la personne regrette l'état antérieur. Parfois, c'est-à-dire, moi j'ai eu des moments où je me disais, mais en fait, le déni, bah, j'étais bien plus heureuse avant. Il y a eu ces moments-là où finalement tu es dans beaucoup de souffrance et tu te dis oh là là, je préférais une forme d'insouciance que j'ai l'impression d'avoir perdue. Et finalement après tu travailles dessus et tu comprends que bah, enfin c'est une manière de se préparer, de travailler sur la question de la résilience émotionnelle et je trouve qu'il y a un côté un peu dans certains de mes patients, je leur dis qu'il y a une dimension un peu pas de sagesse, mais de quelque chose de l'ordre de la maturité, de la lucidité, de la clairvoyance qui se crée à ce moment-là. Donc, c'est un état différent, mais qui est nécessaire. Voilà, donc moi, je suis vraiment passée par cette étape-là. L'écologie, enfin, c'était présent dans mon environnement, enfin, dans mon quotidien, mais la lucidité, cet état de conscience n'était pas là. Vraiment. Donc, ça a été un grand lever de rideau et quelque chose d'assez douloureux, en fait. Et je suis passée par des différentes étapes émotionnelles avant de stabiliser quelque chose à l'intérieur de moi, finalement. D'accord. Donc, tu évoques beaucoup la part d'émotion. Tu parles de sidération, donc j'imagine que ça s'est vécu aussi au niveau du corps. Donc, et tu expliques notamment dans ton livre qu'il est important de passer de la compréhension cognitive à la compréhension intérieure, en fait, de cette crise globale systémique. Donc, Ouais. justement, en quoi le fait de passer par le corps permet finalement de mieux comprendre ou de mieux traverser en fait cette compréhension, cette lucidité. Alors, je te répondrai en deux points. Je pense que le premier, c'est enfin, moi, je m'aperçois vraiment que les prises de conscience au niveau par exemple, de la France, elles se font quand on vit
des manifestations climatiques dans notre chair, en fait, dans notre chair, dans notre corps et dans nos émotions. Par exemple, moi j'ai reçu beaucoup de demandes de rendez-vous. Enfin, moi et mes collègues qui travaillent, enfin, qui sont entre guillemets éco-sensibilisés, on a reçu beaucoup de demandes de prise de rendez-vous au mois d'août parce que on a vécu un été caniculaire avec de la sécheresse et les gens, des feux de forêt aussi beaucoup. Donc les gens ont pris conscience que c'était pas juste dans les pays entre guillemets du sud ou dans nos pays frontaliers comme l'été d'avant où il y avait eu des inondations, c'est que les problématiques climatiques, elles étaient chez nous aussi. Et que c'était peut-être pas pour demain, mais que c'était clairement pour aujourd'hui et qu'on était dedans. Donc ça a fait que beaucoup de gens ont vécu soit des phases de sidération qui ont été suivies par de la tristesse, de la peur, de l'anxiété, et ils ont eu besoin de pouvoir potentiellement être accompagnés. Donc, tu vois, à ce moment-là, il y a vraiment une alliance entre ce qu'on sait dans la tête, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes environnementaux, et le vécu du corps, dans les émotions, dans les sensations que l'on peut vivre. Et à partir du moment où il y a cette alliance entre les deux, il y a quelque chose qui bouge. Donc, donc le deuxième élément de réponse, c'est qu'on est dans une société qui, je trouve, et c'est pas, c'est une réalité, qui a beaucoup mis l'accent sur la tête, sur le concept. On est une tête pensante, on doit produire des choses intellectuelles, et souvent on est assez déconnecté de nos corps en fait. C'est ce qui fait que à l'heure actuelle, il y a autant de burn-out qui font vraiment les burn-out individuels, on peut les mettre en parallèle avec le burn-out planétaire. Et je pense que si on était plus connecté à nos corps, qui disent ouh là là, attention, ça va plus, là tu dépasses les limites, je travaille trop, ou j'en peux plus, ou je ne me respecte pas dans mes besoins de respiration. On aurait peut-être moins de burn-out en fait. Donc c'est vraiment ce besoin de bien comprendre que le siège des émotions c'est dans le corps et que le véhicule de la tête et de l'âme et de tout, c'est vraiment le corps en fait. Donc si on n'en prend pas soin, au bout d'un moment il y aura un problème. Donc je pense vraiment que c'est très important de pouvoir faire l'alliance entre les deux. Moi, ça me touche particulièrement parce que mon étiquette un peu de psy, je suis psychopraticienne, donc j'ai été formée à une méthode de psychothérapie qui s'appelle l'analyse psycho-organique. Et dans cette méthode-là, on parle vraiment d'une unité psycho-organique qui est donc finalement l'individu. Et on prend en compte non seulement sa tête, c'est-à-dire sa tête qui est capable de penser, mais aussi le corps. Et là, je pense à un de mes formateurs qui a écrit un livre. Donc, mon formateur s'appelle Marc Toquet, et il a écrit un livre qui s'appelle Je suis un corps qui pense. Donc, je trouve que avant de pouvoir penser, il faut pas oublier que c'est ce corps qui a cette capacité à penser. Donc, les deux, le corps, l'esprit, l'émotionnel qui se situe dans le corps et le cognitif qui est dans la tête, me semblent deux éléments très importants pour faire face ou pour pouvoir se saisir des problématiques environnementales et en faire quelque chose. D'accord. Est-ce que cette reconnexion avec soi, avec ses sensations, permet de susciter un engagement bon pour soi aussi, ou au contraire peut faire encore plus peur parce qu'on se rend compte peut-être de ce qu'on a peut-être gardé pendant des années, voilà, qui est en nous. Est-ce que selon toi, ça peut être moteur et également bloquer la prise de décision puisque c'est trop fort? Moi, je pense qu'on a toujours, c'est toujours intéressant de vraiment de faire silence et d'écouter ce que ça dit à l'intérieur de soi, que ce soit des pensées ou des sensations et des émotions. Et que on peut pas être vraiment connecté à la personne qu'on est, à son identité, si on fait abstraction de ça. Alors, bon, on fait comme on peut, j'ai envie de dire aussi, mais plus on va être à l'écoute de soi-même, plus on va comprendre aussi ce qui peut ce qui peut être des éléments de souffrance, et plus on va pouvoir aussi apporter des éléments de réponse
voir comment faire par rapport à ça. Et dans la question des émotions, l'étymologie des émotions, c'est ex movere. Donc il y a du mouvement en fait dedans. C'est pas quelque chose de statique. C'est vraiment il y a un élan, il y a quelque chose qui est poussé aussi vers l'action. Donc si on revient sur le sujet qui m'amène un peu à te parler aujourd'hui, qui est les éco-émotions et la problématique environnementale. Les, mes patients, souvent, alors certes, c'est désagréable de se reconnecter à ces parts de soi qui peuvent souffrir, à ce corps qui peut porter aussi des choses qui sont restées engrammées, mais c'est un chemin pour mieux se connaître, mieux se comprendre, travailler sur ce que je mentionnais en introduction, qui est vraiment la résilience émotionnelle, qui est, enfin la résilience, alors ça vient de la physique des matériaux et ça a été beaucoup développé par Boris Cyrulnik. C'est vraiment en psychologie la capacité d'un individu à dépasser un traumatisme. C'est-à-dire qu'on ne revient pas à l'état antérieur, c'est-à-dire à ce qui s'est passé avant le trauma. Donc le trauma, il reste là, c'est-à-dire qu'il est intégré et que on garde aussi toutes les ressources qui ont été développées, toutes les forces qui ont permis de dépasser ce traumatisme. Et c'est ça qui fait un être résilient. Et donc la résilience émotionnelle par rapport aux problématiques environnementales, c'est de pouvoir comprendre toutes ces différentes émotions qu'on vit, les vivre, les accueillir et se dire qu'on peut développer un peu des outils par rapport à ça. Et ça veut dire qu'une fois que, si un jour on est reconfronté à ce type d'émotions ou à des situations difficiles, alors je dis pas que ça va pas nous toucher, ça risque de nous toucher probablement parce qu'on est des êtres vivants, c'est sûr, mais on aura développé certains outils qui vont permettre de se relever plus vite ou de tomber peut-être moins bas. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment une utilité à aller regarder les émotions qu'on vit et les sensations qu'on peut avoir dans le corps et toutes les pensées qui peuvent être présentes et parfois un peu désagréables. Hmm. Tu évoques dans ton livre 3 types de sécurité, la sécurité identitaire, ontologique et cosmologique. Est-ce que justement traverser cela permet en fait tu parlais de résilience, donc traverser cela permet justement de progressivement construire, structurer une bulle de sécurité dans notre identité. Est-ce que ça participe aussi à ce processus? Oui, tout à fait. C'est la question de la sécurité, elle revient souvent dans les thématiques des échos anxieux, lucides, clairvoyants. Souvent, et on peut faire un peu un parallèle avec la situation du monde actuel qui est devenue de plus en plus insécure finalement, incertaine, et donc qui va générer beaucoup d'insécurité chez les personnes. Donc il y a vraiment, et ça, cette espèce d'insécurité environnementale, donc tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, malheureusement, on n'a pas vraiment de pouvoir en fait par rapport à là, si je prends l'exemple de la guerre en Ukraine qui a généré en 2020, en 2022, c'était un gros élément qui a généré une insécurité chez nous à titre, enfin dans nos vies quotidiennes aussi, même si on n'est pas bien évidemment sur le front, donc on regarde ça à distance. Mais donc ça crée une insécurité et on n'a pas vraiment de pouvoir là-dessus. C'est-à-dire que ça génère aussi de l'impuissance parce que c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisable. À l'échelle individuelle, toi, moi, on peut pas faire grand-chose. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est travailler sur les différentes sécurités qui sont à l'intérieur de nous, que tu mentionnais juste avant et sur lesquels, là, pour le coup, on a un minimum de pouvoir d'action. C'est-à-dire que on peut s'interroger sur
la sécurité, j'appelle cosmologique, enfin qui est le fondateur de l'analyse psycho-organique qui appelle ça comme ça, c'est vraiment l'ensemble des croyances qui vont porter un peu, qui vont faire que il existe peut-être quelque chose au-delà de moi, et ça c'est pas, enfin, en fonction de chacun, les croyances vont être différentes, mais qui fait qu'on est un peu raccroché à un grand tout. Après, tout ce qui est sécurité relationnelle, ça va être vraiment le lien qu'on va pouvoir créer avec quelqu'un d'autre ou avec des autres. Et on en a vraiment besoin, en fait, aujourd'hui, de savoir. Enfin, je pense souvent au début du Covid et à ces mécanismes d'entraide qui s'étaient faits. Et ça avait été super important de voir qu'on était là les uns pour les autres et dans un monde qui est en train de se dégrader, mais on peut pas tout faire tout seul, c'est pas possible. Donc travailler sur cette sécurité relationnelle est très important. Et la sécurité identitaire, c'est vraiment aussi pouvoir mieux se connaître. C'est-à-dire, ça fait un peu le lien avec ce que je disais avant, de travailler sur la question des émotions et de ce qu'on pense et de ce qu'on vit. C'est aussi un moyen de savoir qui on est, et c'est en fonction d'une bonne connaissance de qui on est qu'on va aussi pouvoir décider, par exemple, de comment on s'engage et de quelles actions on mène. Et une personne A ne va pas forcément faire la même chose qu'une personne B, mais pour ça, il faut quand même pouvoir bien se connaître. Et après, il y a aussi toute la question de la sécurité ontologique, existentielle, qui est vraiment un peu la grande réponse à pourquoi est-ce que je suis là finalement? Quel est le sens de mon existence? Et ça, c'est une question qui revient beaucoup. Les problématiques environnementales, je pense elles nous confrontent au caractère, au fait qu'on est des êtres mortels. Et quand on est confronté à cette question de notre propre mort, se pose la question du sens de notre existence. Donc ça réactive les potentielles insécurités existentielles. Donc c'est important de pouvoir s'interroger sur ça en fait. Et il y a plein de manières de faire, de pouvoir se poser des questions, et ça permet un peu de renforcer ça. Et un outil que j'aime bien proposer à mes patients, c'est parce que là on est rentré un peu dans des choses assez théoriques, mais ça pourrait être un petit exercice que je propose à mes patients quand ils arrivent et qui sont dans beaucoup d'insécurité. Je leur propose de travailler sur cette question et de faire un collage, de faire une espèce de tableau de vision et de se poser la question de se dire que toute l'insécurité extérieure, on ne maîtrise pas, l'individu n'est pas en capacité de maîtriser, mais par contre, qu'est-ce qui est stable à l'intérieur de lui, dans son environnement, et de faire un peu un petit patchwork, un collage en fait, en prenant ou en mettant juste des mots, ou faire une liste, enfin tout. Moi j'aime bien la technique du photolangage, donc je trouve que c'est assez chouette de pouvoir avoir ça sur une feuille et de pouvoir éventuellement le prendre en photo et le garder avec soi en fait, si jamais on sent qu'il y a des moments où on se sent dans une grande insécurité. Et c'est un exercice que je trouve assez chouette en fait, et qui permet de travailler et de vraiment mettre en image ce qui va faire sécurité pour soi, que ce soit en termes identitaires, existentiels, relationnels et par rapport à ce qui nous porte en fait. Oui, dans ton livre, tu proposes beaucoup d'actions en fait qu'on peut faire selon ses besoins, selon aussi là où on se trouve. Et tu présentes aussi l'éco-anxiété, l'éco-lucidité comme quelque chose de tout à fait normal et pas du tout pathologisé, pas du tout comme une maladie en fait. Enfin, ça s'inscrit en fait finalement dans une compréhension qui peut par des décisions, des pratiques, se diluer et amener à agir et à se transformer. Oui, c'était. Alors, ça va être un peu paradoxal de dire qu'on fait un livre sur quelque chose qui n'est pas finalement une maladie, de proposer des outils. Mais en fait, l'éco-anxiété, il est vrai qu'elle génère une souffrance. C'est une souffrance qui n'est pas néanmoins, comme tu le dis très justement, pathologique.
Et là, je m'en réfère à... Alors, il y a eu une grande enquête internationale qui a été publiée en 2021 dans le Lancet sur l'éco-anxiété et les jeunes. Il y avait 9 chercheurs qui avaient participé. Et ils ont écrit dans un des résumés de cette enquête que, je crois que j'ai peut-être un peu mal restitué, mais c'était bien que douloureuse et pénible, l'éco-anxiété est rationnelle et n'implique pas de maladie mentale. Donc, cette éco-anxiété, c'est une réaction adaptative normale quand qui est générée par la conscience qu'on a d'une dégradation du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on est face à une catastrophe environnementale qui met un peu en péril la stabilité de notre planète. Donc, si on n'est pas un minimum stressé, anxieux, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment bien conscient de ce qui se passe. Donc, un degré d'éco-anxiété qui n'est pas trop important est tout à fait normal, légitime. Alors, je tiens à nuancer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des échelles de mesure qui existent, qui ont été mises en place par souvent des psychologues cliniciens, et qui déterminent donc différents degrés d'éco-anxiété, et parfois, il y a des degrés d'éco-anxiété qui peuvent devenir pathologiques. Et là, pour le coup, il faut vraiment s'inquiéter et aller voir un médecin et se faire accompagner. Quand il faut s'inquiéter, ça va être par exemple quand on voit qu'on est dans une forme d'éco-paralysie, donc qu'on est bloqué dans son mouvement, qu'on est complètement empêché d'agir, quand il y a beaucoup trop de doutes et qu'on n'arrive plus à prendre de décisions, qu'on n'arrive plus à choisir, quand on voit qu'on bascule dans des manifestations dépressives très importantes et qu'il peut y avoir beaucoup trop de tristesse et des idées noires, des pensées suicidaires, etc. Là, bien évidemment, faut s'inquiéter. Et donc, cette éco-anxiété, elle peut devenir pathologique. Et bon, là, ça serait intéressant de savoir pourquoi chez tels individus ça devient pathologique. Est-ce qu'il n'y a pas des choses sous-jacentes aussi qui vont faire que cette éco-anxiété, elle se rajoute à quelque chose. Voilà. Mais l'éco-anxiété de base, c'est pas vraiment. Moi, je le raccroche aux éco-émotions en fait. Et on ressent des émotions, et c'est pas pathologique de ressentir une émotion. À partir du moment où l'émotion, elle est là pour dire quelque chose, pour envoyer un message, on écoute, et après, elle est censée passer en fait. Et le but du petit guide, c'était effectivement de proposer des exercices pratiques. Alors moi, je trouve vraiment que à partir du moment où on se pose, où on peut prendre un stylo, avoir un petit cahier, écrire des choses, faire des pratiques aussi à l'extérieur, il y a quelque chose qui se passe en fait dans le processus, et c'est pas juste lire de la théorie. Donc j'avais vraiment à cœur de pouvoir un peu proposer des choses. Et par rapport à ce que tu disais de la question de la pathologie, je pense qu'il y a vraiment un risque dans le fait d'enfermer les éco-anxieux dans vous êtes des personnes malades. Il y aurait un risque de vraiment ne plus mobiliser le collectif, les gouvernements, qui ont beaucoup de responsabilités à prendre dans toute cette catastrophe environnementale. Ils ont vraiment plein de choses à faire. Et si on se dit que c'est juste les éco-anxieux qui ont des problèmes et qu'on les envoie consulter les psys, alors je dis pas qu'il faut pas aller voir un psy et qu'il n'y a pas de souffrance, bien sûr c'est important de le faire, mais ça démobilise tout à fait la responsabilité des gouvernements et des entreprises qui ont des choses à faire aussi de ce côté-là. Donc et je suis absolument convaincue que si le monde allait mieux, il y aurait peut-être pas d'éco-anxieux. Donc voilà, c'est plus les gouvernements, les institutions vont se saisir de cette question, vont essayer de mettre des choses en place, plus l'éco-anxiété va peut-être se réduire, devenir moins importante. Donc les deux, en fait, il faut fonctionner ensemble, c'est-à-dire à la fois prendre soin des personnes, des individus qui sont dans la souffrance par rapport à cette éco-anxiété, et aussi essayer de faire bouger les gouvernements pour que il y ait quelque chose qui se passe et qui soit plus en cohérence
par rapport à tout ce qu'on sait, en fait, à tout ce que le GIEC nous dit et aux recommandations qui sont déjà faites. Oui. Oui, tu fais une transition très intéressante avec une question que je voulais te poser également sur l'aspect politique de l'éco-anxiété, que peut-être j'ai moins vu dans tes écrits, mais que j'ai pu lire dans une interview donnée à Radio France, où en fait justement tu soulignes l'aspect politique en fait de ce ressenti et de la nécessité que ce soit pris en charge entre guillemets, en tout cas le prendre soin généralisé au niveau des institutions et d'un fonctionnement au sein des gouvernances. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet aspect macro de l'éco-anxiété, s'il te plaît? Oui, alors je cite souvent l'étude qui avait été faite par Carbone 4 en 2019 qui s'appelle Faire sa part et qui dit, alors bien évidemment les chiffres on peut les bouger en fonction de plein de paramètres, mais en gros résumé, les possibilités de changement du monde dans lequel on vit par rapport à l'environnement, c'est à 25% dans les mains des individus et à 75% dans les mains du gouvernement et des entreprises. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup à surresponsabiliser les gens, les individus, à leur dire attention, votre voiture, faites du covoiturage, attention à ce que vous consommez. Et je nuance mon propos parce que il faut le faire. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien de le faire. Mais alors j'avais lu une enquête, un article que m'avait renvoyé un de mes patients sur le fait qu'on faisait beaucoup d'études sur les mécanismes de défense psychologique des individus, c'est-à-dire aller regarder tout ce qui est dissonance cognitive, le déni, les biais qui empêchent les gens d'agir. Mais ces gens-là, c'est 25% du changement. Et pourquoi on fait pas des études sur que font les gouvernements? Pourquoi est-ce que les gouvernements ne changent pas autant, n'essayent pas de... Pourquoi est-ce que eux ont des mécanismes de défense? Et ça, on va pas le regarder. Et j'avais trouvé que cet article était super intéressant parce que finalement, quand on focalise uniquement sur les individus et sur leurs mécanismes de défense, bah finalement, ça va un peu rationaliser l'inaction. Ça surresponsabilise les gens et ça peut provoquer un découragement. Et finalement, on regarde pas là où il y a une marge de manœuvre peut-être plus importante, à savoir chez ces entreprises et le gouvernement qui représentent 75%. Donc, pour moi, c'est essentiel de pouvoir faire conjointement les deux, en fait, à la fois d'essayer de stimuler le collectif. Et je pense à une autre de mes patientes qui a participé à quelque chose qui lui a beaucoup plu, c'est le grand défi qui a proposé 100 propositions pour les entreprises, en fait, pour faire bouger les entreprises. Et ce type d'action me semble super important. Et comment on le valorise, comment on en entend parler, et ça permettrait un peu aussi de peut-être de donner de l'espérance. Je choisis ce terme exprès, la question de l'espérance, pour faire le lien avec Johanna Macy, qui est une activiste anti-nucléaire qui a monté le travail qui relie, et pour donner de l'espérance aux gens qui parfois, moi, me partagent que ils sont dans une espèce de sentiment d'impuissance et parfois dans une espèce de lassitude en se disant bah, j'ai tout fait ce que je pouvais faire, je consomme moins de viande, je prends plus l'avion, je fais beaucoup de trajets en vélo, je fais de l'écotourisme, mais au bout d'un moment, ben, je peux pas faire plus en fait. Et il y a quand même une espèce de sentiment je sais pas si c'est de la frustration ou même parfois de la tristesse de dire bon bah moi j'entends toujours ces messages-là et que font les autres en fait, ou que font ceux qui ont plus de pouvoir que les individus. Donc voilà, c'est à mon sens très important de pouvoir sensibiliser aussi à ça et de pas que focaliser
sur les individus, sur les éco-anxieux en fait, ou sur tout ce qu'on attend finalement des individus en général. C'est est-ce que le changement il doit pouvoir se faire à différentes échelles. Oui. Merci Charline, merci beaucoup. Comment on peut te suivre, te retrouver et justement avoir accès à ce que tu partages dans cette interview? Alors j'ai un site internet qui s'appelle celestalgie.fr, alors que je n'ai pas mis à jour depuis très longtemps. Il y avait un blog, je n'ai même pas fait trop d'articles de blog. J'ai même pas mentionné que j'avais écrit un bouquin dessus, donc c'est un peu, je suis un peu très en retard sur plein de choses. Donc je dirais ce site. Après j'ai un compte LinkedIn. Je suis pas très active sur les réseaux sociaux, mais et aussi, si peut-être pour tes auditeurs, si vous avez besoin d'être accompagné ou de suivre un peu ce qui se passe côté professionnel de l'accompagnement, le RAFU, donc l'association, a un site internet qui est en construction, qui s'appelle asso-rafu, je crois, .fr, quelque chose comme ça, ou sinon vous tapez association RAFU, et il y a un annuaire sur ce site qui permet de référencer des professionnels de l'accompagnement et donc de trouver des gens proches de chez vous qui seront sensibles à cette thématique et qui sauront entendre la problématique de l'éco-anxiété que parfois certains professionnels ne comprennent pas toujours parce qu'ils n'y sont pas encore sensibilisés. Donc voilà, vous pouvez aussi suivre les infos qui sont sur le site du RAFU. Super, je partagerai ces sites en description de l'épisode. Avant que nous nous quittions, Charline, pourrais-tu, s'il te plaît, me donner ta définition d'une nouvelle conscience? C'est le nom du podcast. Alors, une nouvelle conscience, pour moi, c'est une conscience qui serait branchée au cœur, à l'intérieur de soi, au corps et à la tête, et qui serait aussi connectée à ce qui se passe à l'extérieur de soi. Donc, et qui serait consciente de l'interconnexion entre l'intérieur et l'extérieur. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram @nouvelle-conscience ou à consulter régulièrement son site internet nouvelleconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale, systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite!